Bienvenue à ce cours numéro 5 pour mes amis les sportifs de haut niveau. Donc on va aborder aujourd'hui un cours à deux étapes, deux niveaux. J'en profite pour dire bonjour à Tristan qui arrive. Bienvenue Tristan. Un cours à deux niveaux. Nous allons parler, le sujet du cours c'est les médias sociaux, les réseaux sociaux, les social networks et tout ce qui s'ensuit. Et deuxième partie du cours qui sera très légèrement, qui empiétera très légèrement sur le cours de la prochaine fois, qui est le brief pour le cas que vous avez à rendre en groupe. Vous savez que la note de votre semestre en communication digitale, c'est la moyenne de tous les quiz que vous avez faits. Et les quiz qui ne sont pas faits ont une note de 0. Donc la moyenne de tous les quiz que vous avez faits et la moyenne du travail de groupe. Et ce sera votre note de semestre. Il n'y aura pas de partiel, il n'y aura pas d'autres travaux que les quiz, qui sont généralement assez vite, qui sont faits assez vite. Il y a 4-5 questions qui correspondent vraiment à ce que je dis dans le cours. Et vous pouvez trouver les quiz, bien sûr, sur le site que je vous envoie maintenant dans le chat et sur le site que vous connaissez, j'espère tous, qui s'appelle Communication digitale pour les sportifs, spécial sportifs de haut niveau. C'est un site spécialement fait pour vous. J'ai fait aujourd'hui un petit ajout ici. Tout le cours, les 10 épisodes en un seul document. Donc c'est le livre blanc de tout le cours. Et quand vous cliquez là, vous avez un document d'une centaine de pages avec 2 slides par page. Et vous avez, je vais mettre en plus petit, hop là, et vous avez tout le cours et de quoi prendre des notes si vous avez un iPad ou si vous avez une tablette, une Scribe ou une tablette sur laquelle vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez prendre vos notes ici sur les slides directement et vous avez tout le cours. Donc je vais tout en bas, tout en bas. Il y a une centaine de pages parce que bien sûr on a 10 cours ensemble. Voilà, par exemple, le cours d'aujourd'hui, ça va porter sur SMM et vous avez une slide sur WeChat que l'on verra tout à l'heure. Donc vous avez un petit supplément. Et bien sûr, sur ce site, il y a plein de ressources, donc quelques slides qu'on a fait ensemble, des workshops que nous ne faisons pas ensemble parce que le cours avec les sportifs de haut niveau est abrégé par rapport au bachelor normal, mais les bachelors normaux ont tous ces workshops-là, faire un QR code avec une bio, faire de UX, CX, faire de la transformation digitale, etc., etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de workshops que l'on fait à chaque cours, parce que les cours en bachelor standard sont des cours de 3 heures présentiels, donc on a le temps de faire toutes ces choses-là. Là, vous avez plein de ressources, et j'attire votre attention sur le 2 ici, la ressource sur le social listening, qui est une ressource extrêmement importante. Je vous copie-colle le lien de l'article dans le chat, parce qu'on va en parler ce soir, et ce sera une des questions du quiz. Non, je ne peux pas copier-coller cet article, donc je laisse tomber cette mauvaise manip, mais vous la trouvez ici, bien sûr. On parlera du marché publicitaire. Là, vous avez des médias sociaux, vous avez plein de choses. Après, vous avez des petites cartes de révision, on appelle ça des flip cards. Quand vous passez la souris dessus, j'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'une SERP, S-E-R-P. Si vous ne savez pas, Search Engine Result Page. The first page on the search engine gives when you click Enter. Donc hop, c'est des flip cards, ça vous permet de réviser tout ça. Le EEAT, la 5 est très importante. C'est comment il faut écrire pour être bien lu et bien compris par les moteurs de recherche, donc Google, et par les IA. EEAT, ça veut dire expertise, expérience, l'autorité et le trust. Donc voilà, vous pouvez réviser tout ce qu'on a vu ensemble sur ces espèces de cartes. Et là, vous avez épisode 1, ça c'est vieux maintenant. On est à l'épisode 5. Tadam, épisode 5. Réseaux sociaux, 11 février. Vous avez les slides une par page, 16 par page. Les slides en ligne avec notes. La vidéo de l'épisode que je vais poster dès qu'on aura fini le live, le stream, et le quiz 5 que vous pouvez commencer à remplir en même temps que je parle. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de répondre au quiz
en même temps que de suivre le cours. Ça va maintenir votre attention et ça vous donnera une bonne note. Je vous rappelle l'excellent quadruplé de Baptiste, je crois, qui a eu 20, 20, 20, 20, 20. Donc bravo à lui. Il a fait 4 quiz et 4 fois il a 20. Donc j'espère que cette fois-ci, il ne dérogera pas à la règle et qu'il aura aussi 20. Donc c'est parti pour le cours d'aujourd'hui. Je vous expliquais le contexte. Donc cours d'aujourd'hui, on attaque toujours avec Alpine Business School. Vous connaissez le Explore Beyond Horizons. Aller au-delà de l'horizon, c'est très important. Et on aborde la 5e séance qui est celle-là, réseaux sociaux et IA. Parce que bien sûr, il y a de l'IA à peu près partout. Donc on va pouvoir se lancer là-dedans. Bien sûr, le mot de communauté est extrêmement important. Juste avant, vous savez que je fais toujours un previously en 3 minutes. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois en 3 minutes? Donc ça tient en une seule slide, qui est la synthèse de ce qu'on a pu voir ensemble. On a parlé de content calendar, la différence entre, vous l'avez ici en bas, le brand content et le content marketing, le fameux poème, comment est-ce qu'on distribue le contenu qu'on a fait, on peut soit payer, soit sur ces médias, soit du earn et du share, ce qu'on appelle le buzz, le fameux EEAT, on l'a vu en carte, on l'a vu la dernière fois, on le revoit ici, le copywriting ou le UX writing, nos stories, nos business, l'attention c'est la chose la plus importante, les fameux micro-moments, etc., etc. Donc vous avez là le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois sur le marketing de contenu, hyper important. Et aujourd'hui, tadam, social media. Alors, première question du quiz et première slide qui arrive, cet acronyme qui veut dire 2 choses, même 3 choses, mais on va oublier la troisième, SMM, donc le premier SM veut dire social media, et le dernier M veut dire soit, mais on ne s'intéressera pas à ça aujourd'hui, monitoring, comment monitorer les médias sociaux, on ne s'y intéresse pas, mais ce SMM veut dire 2 choses, social media marketing et social media manager. Donc soit faire du marketing en utilisant les réseaux sociaux, SMM, Social Media Marketing, soit la fonction qui consiste à gérer les réseaux sociaux pour le compte de l'entreprise et avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux. Alors, regardons la première acception de ce terme que je n'aime pas, Social Media Marketing. Ça laisse à penser que on peut maîtriser les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut maîtriser le nombre de personnes qui nous voient, on peut maîtriser le buzz, on peut maîtriser le reach, c'est un terme connu dans les réseaux sociaux, on peut maîtriser quelque chose, et laissez-moi vous dire, peut-être que ça va vous étonner, mais je pense que vous connaissez assez pour ne pas être étonné, laissez-moi vous dire que on maîtrise rien dans les réseaux sociaux. C'est le réseau social qui nous maîtrise. C'est l'algorithme du réseau social qui décide si notre poste, on peut très bien s'appeler Salomon, Patagonia, Hubert Kratirov ou Raphaël, qui que l'on soit, du plus grand au plus petit, c'est le réseau social qui va décider si il montre notre vidéo, il montre notre post, il montre notre information ou pas. Donc on maîtrise, comme dirait Aya Nakamura, on maîtrise R. C'est l'algorithme qui fait sa sauce, qui fait son calcul et qui nous maîtrise, qui nous matrixe. Donc, social media marketing, on comprend ce que ça veut dire, mais j'aime pas cette expression parce que elle laisse penser quelque chose qui n'est pas la vérité. Et deuxième acception de SMM, social media manager. Alors pareil, j'aime pas cette expression parce que, encore une fois, ça laisse à penser qu'on peut manager, donc gérer les réseaux sociaux. Et vous le savez, je viens de le dire, c'est malheureusement pas le cas. Et je préfère de loin un terme qui n'a plus tellement le vent en poupe en ce moment, qui n'est plus tellement utilisé. Je préfère de loin le terme de CM. Il y a un petit clin d'œil à Lena Mafouf, un petit CM, Community Manager. Pourquoi je préfère Community Manager? Parce qu'au moins, là, il y a quelque chose de clair et net.
et qu'il faut mettre en premier point sur les réseaux sociaux, l'objectif d'un réseau social, c'est de créer une communauté. C'est pas de se faire plaisir en postant, c'est pas d'être beau, c'est pas d'être les meilleurs, c'est pas d'être les plus fréquents. C'est l'objectif des réseaux sociaux, retenez ça en premier lieu, c'est uniquement de créer une communauté, de fédérer une communauté, de trouver des gens qui nous aiment. Et si pour que les gens nous aiment, il faut faire des posts A, B au lieu de C, D, eh ben les gars, on fait les posts A, B. Donc j'aime mieux le terme de community manager parce que au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Je fabrique une communauté, je crée une communauté, je fédère une communauté, je fais engager une communauté, je fais quelque chose pour que la communauté vive. Et une fois que la communauté existe, je les remercie, je les encourage, je leur donne des codes promo, je leur donne des astuces, je leur donne du temps, je leur donne du contenu, le contenu qu'ils aiment, je leur donne, dans le cadre de sportif, je leur donne mes résultats, je leur donne un accès à telle ou telle compétition. Quand j'ai ma communauté, j'ai gagné. Le plus dur, c'est de fabriquer cette communauté. Alors fabriquer laisse à penser que c'est un truc qui est factice. C'est pas factice, mais le plus dur, c'est de monter, c'est de faire en sorte que des gens s'engagent et deviennent cette communauté. Quand on a une communauté, on a tout gagné. C'est pour ça que je préfère le terme de community manager au terme de social media manager. Donc ça, c'est le premier point. Je crois que c'est la première question du quiz, si ma mémoire est bonne. Deuxième point qui est extrêmement important, dont j'ai déjà un peu parlé, mais maintenant je vais vous donner la vraie version des choses. Les réseaux sociaux, comme dirait quelqu'un que vous allez reconnaître, les réseaux sociaux, ils ont changé. Les réseaux sociaux, ils sont plus comme avant. Les réseaux sociaux, ils ont changé. Avant 2020, on va prendre cette date que vous connaissez bien, dont vous vous souvenez tous. Avant 2020, les réseaux sociaux étaient fabriqués sur ce qu'on appelle un graphe social. Je l'ai mis ici en anglais, le social graph. C'est-à-dire que si vous étiez quelqu'un d'important, si vous publiez tous les jours, si vous avez beaucoup de followers, si vous avez l'autorité d'un Nike, d'un Salomon, d'un Patagonia, d'une grande marque, d'un L'Oréal, pour sortir un petit peu du sport, si vous êtes une grande marque, eh bien, avec beaucoup de followers, eh bien, à ce moment-là, écoutez-moi bien, dès que vous faites un post, une vidéo, un carrousel, une story, un reel, n'importe quoi, un short, dès que vous faites quelque chose, on le montrait, avant 2020, on le montrait au plus grand nombre. Et le dernier à avoir maintenu ce graphe social, vous connaissez sûrement, c'est LinkedIn. Dans LinkedIn, si vous étiez un grand patron d'une grosse boîte avec beaucoup de followers, dès que vous publiez, hop, on vous donne un bon reach. Le reach, alors c'est R-E-A-C-H, c'est pas R-I-C-H-E. Un reach, c'est le nombre de personnes que vous touchez avec votre interaction sociale. Donc vous êtes le patron avant 2020 sur LinkedIn, vous êtes le patron d'une grosse boîte avec beaucoup de followers. Dès que vous publiez, on vous montre à tout le monde. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, et même LinkedIn est passé dans ce qu'on appelle la TikTokisation des réseaux sociaux, on est passé d'un graphe social à un graphe d'intérêt. Donc j'exagère à peine, mais vous ouvrez un compte TikTok le lundi, le mercredi vous publiez une vidéo qui est marrante, et bien vous avez un reach de 2 millions de personnes. Vous avez zéro street cred, vous avez zéro autorité, vous avez zéro confiance. Votre pseudo, ça peut être Kiki842. Donc, mais vous faites une vidéo qui fait marrer les gens, on vous montre à 2 millions de personnes. À l'inverse, sur TikTok, vous êtes une grande marque, vous avez déjà 200 000 followers sur TikTok, vous publiez tous les jours. Vous faites un post le mercredi, en même temps que Kiki842, vous faites un post mercredi, le graphe juge que, le réseau social juge que, l'algorithme juge que votre post, il n'est pas très intéressant, il n'est pas très engageant, il n'est pas très marrant, il n'est pas très sympa. Vous êtes vu par 2000 personnes, alors que vous avez 200 000 followers.
Donc 200 000 personnes qui se sont abonnées à votre compte, pareil sur YouTube bien sûr, 200 000 personnes, même quand on active la cloche, 200 000 personnes qui se sont enregistrées disant je suis intéressé par votre contenu, et ben vous en publiez un, le Interest Graph, l'algorithme selon le Interest Graph va vous montrer à quelques personnes et vous allez avoir un reach de 1, 2, 3% maxi du nombre de personnes qui vous suivent. Alors que l'inconnu total qui vient d'arriver sur TikTok, mais qui fait une danse spéciale, qui fait un défi spécial, qui fait un truc qui fait marrer, eh ben lui va avoir 2 millions de vues. Et donc il faut bien comprendre que tous les réseaux sociaux sont passés d'un graphe social à un graphe d'intérêt avec une viralité, c'est le buzz et la viralité, avec une viralité qui est complètement, alors pas aléatoire, mais qui est selon l'ère du temps. En allemand, l'ère du temps s'appelle le Zeitgeist. Retenez ce terme, il est important, le Zeitgeist. Il est tout en bas des trucs verts. Le Zeitgeist, c'est l'ère du moment. Et si vous publiez quelque chose qui est dans l'ère du moment, bing, jackpot, vous touchez la viralité, vous êtes montré à 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Et ce qui compte beaucoup dans ce interest graph, bien sûr, c'est le fameux dwell time, qui est différent du watch time. C'est deux notions, deux KPI différents. Le dwell time, c'est le nombre de minutes qui visionnez de votre carrousel. Si vous avez un carrousel de 5 slides, si les gens voient 2 slides sur 5, ben votre dwell time, ce sera 22%. Si vous avez 7 minutes et que les gens voient 1 minute sur 7 minutes de votre vidéo, ben votre dwell time, ce sera 14,2%. Et le dwell time va donner, c'est la petite jauge que vous avez ici, le dwell time va donner indication à l'algorithme de quel est l'intérêt qui est porté à votre vidéo. Donc plus vos vidéos sont courtes, plus votre dwell time peut être important et plus vous serez recommandé naturellement. C'est ce qui explique qu'un Thibaut InShape soit le premier youtubeur de France devant Squeezie, parce que Thibaut InShape, il fait des vidéos de 1 minute où il fait poète poète tagada avec ce qu'il veut, et des œufs entre autres, et alors que et ça dure 1 minute, 2 minutes, c'est vite fait. Les vidéos de Thibaut InShape, elles coûtent quelques centaines d'euros et elles sont faites en 2-3 minutes. Et c'est majoritairement des shorts. Et les vidéos de Squeezie, c'est des vidéos qui sont hyper produites, avec tout un décor, avec des acteurs, avec plein de choses, qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, mais qui durent 25, 30, voire 1 heure. Donc, et juste au GP Explorer, voire plusieurs jours même de vidéos. Donc il est clair que quand on a des vidéos de 2-3 heures, le dwell time ne peut pas du tout être aussi complet que quand on a des vidéos de 1 minute, d'où la prime aux gens qui font des petites vidéos, si je peux me permettre. Donc, bien comprendre ce nouvel algorithme qui est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les communautés et sur la non-gestion que l'on a du fameux réseau social. Alors, le mot le plus important, je vous l'ai dit, c'est communauté. Le deuxième mot plus important, c'est celui-là, c'est l'attention. Tout est dans l'attention. Vous connaissez le vieil adage Time is money. Eh bien, ce vieil adage n'est plus d'actualité. C'est pas time qui est monnaie, c'est attention is money. L'attention, c'est la chose la plus importante que l'on va essayer d'attraper, que l'on va essayer de captiver, de capturer chez notre communauté, chez nos viewers. C'est l'attention qui est la plus importante. Et dans l'attention, elle va se mesurer, cette attention, avec différents KPI, différents ratios. Le fameux dwell time, donc prononcez bien dwell time, le taux d'engagement, le taux de conversion, qu'on appelle aussi CRO. Je vous l'écris dans le chat parce que CRO est extrêmement important. Malheureusement, toutes les boîtes disent aujourd'hui CRO.
Et CRO veut dire Conversion Rate Optimization. C'est tout simplement le taux de conversion, mais les gens préfèrent dire CRO parce que c'est l'habitude de parler de CRO, Conversion Rate Optimization. C'est tout simplement le taux de conversion. Votre vidéo a été vue par 100 000 personnes. Combien ont cliqué sur le code promo, combien ont cliqué sur le site du partenaire, combien ont cliqué sur quelque chose, eh bien vous avez quelques pourcents qui ont cliqué. C'est ce qu'on va appeler le CRO, le taux de conversion. On a aussi le bounce rate, le taux de rebond et plein de choses. J'attire votre attention sur 2 livres que bien sûr je ne vous demande pas de lire, je ne suis pas fou non plus, je ne vous demande pas de lire ces livres, je vous demande juste de retenir le nom de l'auteur, le titre du livre et le sujet. Donc premier bouquin hyper important par quelqu'un qui est hyper important, il s'appelle Gary Vee, V-E-E. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement important dans les réseaux sociaux et dans le marketing digital et dans la communication digitale. C'est un grand spécialiste. Et son bouquin s'appelle Day Trading Attention. Et qu'est-ce que dit ce bouquin ? Il dit tout simplement que les entreprises, et les sportifs ou les chanteurs, ou les célébrités, doivent trader, doivent commercer, doivent négocier l'attention de leur communauté au jour le jour. Vous levez le matin et vous vous dites « Qu'est-ce qui va pouvoir retenir l'attention de ma communauté aujourd'hui ?» Aujourd'hui, c'est une vidéo sur tel sujet et tel sujet. Bing, on tourne la vidéo sur tel sujet et tel sujet. Ou j'ai en stock 10 vidéos que j'ai tournées d'avance, laquelle va le mieux captiver l'attention de mon public. Donc, c'est une bataille de l'attention. Le plus important, c'est de gagner cette bataille de l'attention. Donc, je vous ai mis sur les slides, vous le lirez, le résumé en 150 mots, en 200 mots pour le coup, du bouquin Day Trading Attention. Je ne vous demande pas de le lire, je vous demande de retenir le nom de l'auteur, Gary Vee. Son nom complet, c'est Vaynerchuk, mais tout le monde le connaît sous le nom de Gary Vee, V-E-E. Je vous écris son nom de famille, son nom de code sur les réseaux sociaux, c'est V-E-E, Gary Vee, ou Vaynerchuk, Gary Vee. Vous pouvez le suivre sur Instagram, il est très inspirant, il a des podcasts. Bon, si ça vous tente, c'est quelqu'un qui est vraiment très bien. Donc retenez le nom de l'auteur, retenez le livre et retenez la thèse. Vous pourrez la citer plusieurs fois. Et puis un deuxième bouquin d'une personne qui est un petit peu moins importante, qui s'appelle Joe Pine, P-I-N-E. Et le titre du livre, c'est Experience Economy. Donc extrêmement intéressant de comprendre l'économie de l'expérience. C'est en lien avec ce qu'on a vu au début du cours, la fameuse UX, CX, EX. Donc l'expérience, et lui il dit qu'on est dans l'économie de l'expérience. Et vous voyez le sous-titre du livre ici en haut, Competing for Customer Time, Attention and Money. Et il a écrit ça en 99. Donc à une époque où il n'y avait pas encore Facebook. Donc on est réellement sur un précurseur et on peut vraiment... Et bon, l'édition d'aujourd'hui a été remaniée, bien sûr, avec les idées d'aujourd'hui. Vous avez... il est un peu moins important que le précédent, mais voilà un deuxième bouquin que vous pouvez retenir, au moins le titre, L'économie de l'expérience. Je ne sais jamais si ces bouquins ont été traduits en français, moi je les lis toujours en anglais. Mais encore une fois, ne les lisez pas, mais retenez le titre, L'économie de l'expérience, par Joe Pine et Competing for Customer Time, Attention and Money. Et tout est dit dans cette phrase, hein. Nous sommes dans une compétition pour le temps de notre viewer, le temps de notre communauté, son attention, parce que c'est encore plus important d'avoir l'attention que d'avoir le temps, et tout ça doit nous mener, parce qu'on n'est pas des philanthropes, hein, tout ça doit nous mener à de l'argent, à un engagement monétaire pour venir à un concert, pour venir acheter du merchandising, pour venir assister à une compétition, pour acheter quelque chose que l'on propose dans ces vidéos, avec ou sans code promotionnel. D'ailleurs, le cours de ce soir est sponsorisé par NordVPN.
NordVPN, c'est réellement le VPN qu'il vous faut si vous ne voulez pas. Alors NordVPN, c'est de la merde, bien sûr. Utilisez un VPN gratuit qui est suisse et qui s'appelle ProtonVPN. C'est la même chose que NordVPN, mais en gratuit. Donc bien sûr, utilisez ProtonVPN plutôt que NordVPN. Proton fait aussi un excellent mail si vous voulez remplacer Gmail, si vous voulez vous dégoogliser, comme disent certaines personnes, si vous voulez sortir de Google. Proton Mail est un excellent compromis qui permet de faire des choses. Alors, quelques statistiques sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous en donner beaucoup parce que, bien sûr, elles changent tous les jours. Je vais plutôt vous parler de quelque chose qui peut-être vous concerne et sur lequel je peux peut-être vous aider, ce qu'on appelle le doom scrolling. Le doom scrolling, c'est le fait de scroller pendant plusieurs heures de suite et de se demander au bout de plusieurs heures, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Et donc là, vous avez quelques stats, je vous laisserai les lire tout à l'heure, je ne vais pas vous embêter avec les stats. Combien de minutes on passe sur les réseaux sociaux? Combien de minutes on passe sur tel ou tel sujet? Là, c'est les 3 milliards d'utilisateurs de nos amis de chez Facebook, les 1,7 milliard sur TikTok. Et il faudrait ajouter à TikTok Douyin. Je vous l'écris dans le chat, Douyin, parce que Douyin, c'est le TikTok chinois. Il ne s'appelle pas TikTok en Chine, il s'appelle Douyin. Et il a aussi, pas tout à fait 1 milliard, mais on va dire 700 millions, 800 millions d'utilisateurs. Donc si on ajoute les 1,7 milliard de TikTok aux 800 millions de Douyin, le groupe TikTok qui s'appelle ByteDance, B-Y-T-E et dance comme la danse. ByteDance possède TikTok et Douyin. Si on globalise ByteDance, un peu comme Meta, c'est Facebook, plus Instagram, plus WhatsApp, eh bien si on additionne le groupe ByteDance, c'est quasiment autant que le groupe Meta. Très très intéressant de bien comprendre les forces en présence. Hein. On a un pôle américain qui fait face à un pôle chinois. C'est vrai pour les réseaux sociaux. C'est vrai pour l'IA aussi. On a un DeepSeek et un Qwen et un Z.ai et un 01.ai qui fait face en Chine, qui fait face à un OpenAI, Perplexity, Anthropic américain. Et il y a le petit Mistral au milieu, le Mistral français qui dit oh là, moi aussi j'existe, qui a un petit peu de mal, mais qui se défend très très bien. Donc voilà, quelques stats. Toutes les stats sont sur un site qui s'appelle We Are Social. We Are Social, c'est eux qui publient, vous avez les liens dans les slides, donc je vous laisserai y aller, c'est eux qui publient la stat officielle, c'est le Statista si vous voulez, des réseaux sociaux, c'est eux qui publient la stat officielle des réseaux sociaux. Donc si vous avez des interrogations, si vous avez envie de savoir combien de minutes on passe sur Instagram versus YouTube versus TikTok, etc. Tout est dans ces stats-là. C'est des documents qui font 200, 300 pages. Vous avez déjà vu ce genre de stats-là. Hein. Celle-là, elle est très vieille, elle date de juillet 2024. Vous avez dans les slides les liens pour consulter les dernières. Et je voulais juste vous mettre en exergue. Alors là, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a du février 2025. Moi, je préfère toujours les daily spent with media, internet, TV. Donc là, vous avez plein de statistiques. Je ne vais pas vous embêter. Et le temps perdu, il est là-dessus. Donc bien sûr de l'Insta. Celui-là, vous ne le connaissez pas normalement, si vous êtes allé en Chine. Il y a dans la classe une Laureline ou Lauraline qui est en Chine. Et en Chine, vous pouvez être sûr et certain qu'elle est obligée d'utiliser ça, qui s'appelle WeChat. Si vous n'avez pas WeChat en Chine, c'est comme si vous étiez sans smartphone, sans vêtements. C'est-à-dire que vous êtes rien. Si vous n'avez pas WeChat, vous êtes rien. Vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas commander, vous ne pouvez rien faire. C'est pas le tout d'avoir un smartphone, un iPhone 17 Pro Max. S'il n'y a pas WeChat dedans, vous êtes mort. Vous ne pouvez rien faire. Donc, très très dur en plus de télécharger WeChat. C'est vraiment le gros réseau important. C'est vraiment une grosse application. Voilà un petit
Alors, SimilarWeb à retenir aussi, je vous ai parlé de We Are Social, mais vous pouvez retenir aussi SimilarWeb, une très très belle boîte qui donne plein de statistiques sur les réseaux sociaux et plein de statistiques sur Google et sur le SEO, et qui nous donne la liste des sites les plus visités. Donc bien sûr, sans grande surprise, Google est en premier. Petite surprise quand même, YouTube est en deuxième. Ce qui fait que YouTube appartenant à Google, les deux plus gros sites du monde appartiennent à Google, qui s'appelle Alphabet. C'est comme Meta qui a Instagram et Facebook et WhatsApp. Alphabet a Google et YouTube. Donc les deux plus gros sites du monde appartiennent à la même société, Google, et vous regardez ces deux plus gros sites du monde sur le logiciel le plus utilisé au monde, qui est un navigateur. Et quel est le navigateur le plus utilisé au monde? C'est Chrome, qui appartient à Google aussi. Donc, vous êtes dans une situation, et en plus, vous avez téléchargé Chrome sur votre laptop, certainement sur votre smartphone, peut-être sur votre tablette. Donc, le monde tel qu'il est aujourd'hui, et qui ne va pas rester comme ça parce que c'est beaucoup trop important, c'est le logiciel le plus téléchargé au monde, c'est Chrome. Et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de Chrome? Majoritairement, on va dans Google et majoritairement, on va dans YouTube. Donc, c'est ce qu'on appelle une situation dominante. Et c'est un peu gênant. Et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes juridiques avec Google, qui essaie de s'échapper tant bien que mal, mais qui a un petit peu de mal. J'en profite pour vous citer à la 10e place des sites les plus utilisés au monde, x.com, l'ex-Twitter, x.com, qui est quand même pas si mal que ça. Et en 8e position, bien sûr, ChatGPT, qui est passé devant Instagram et qui demain s'appellera plus ChatGPT, parce que GPT c'est trop dur à dire pour tout le monde, qui s'appellera tout simplement chat.com, puisque OpenAI a racheté le nom de domaine. Je vous le dis en français, mais en français ça n'a pas de sens. OpenAI a racheté le nom de domaine chat.com, ce qui en anglais donne chat.com, et donc ils ont racheté ça. Aussi important, en 5e position, Reddit. Peut-être que vous ne connaissez pas bien Reddit, mais Reddit c'est un site extrêmement important, et c'est principalement avec Reddit et Wikipédia que se nourrissent les IA. Donc si vous voulez être présent dans les IA, il faut être présent dans Reddit et Wikipédia. Alors les grands réseaux, vous les connaissez, je ne vais pas vous les détailler. Voilà, ils sont là et là. Instagram, 3 milliards bientôt. Threads, 4 milliards. Instagram, le reach d'Instagram, la pub d'Instagram. Ça, c'est un nom à suivre absolument si vous vous intéressez à Instagram. C'est monsieur Mosseri, c'est le CEO de Instagram. Je vous écris son nom dans le chat. Mosseri. Et au-delà d'être le CEO d'Instagram, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il publie très régulièrement, tous les 2-3 jours, les dernières nouvelles de ce qui se passe techniquement sur Instagram. Donc si vous êtes pro réseaux sociaux, vous devez absolument suivre ce monsieur-là. Il est de la plus haute importance pour vous. Blue Sky, qui est une tentative de remplacer, pour remplacer x.com, Reddit dont j'ai déjà parlé, bien sûr Pinterest, très 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 intéressant Pinterest pour les sportifs, pour l'habillement, pour les tenues, pour beaucoup beaucoup de choses. Pinterest est un réseau majoritairement féminin et Pinterest est le réseau le plus proche de l'acte d'achat, donc extrêmement intéressant. Quelques données sur Snapchat, mais je voudrais vous amener sur maintenant, non pas les gros réseaux que vous connaissez tous, mais les petits réseaux. Et dans ces petits réseaux, je suis sûr qu'il y en a au moins un que vous connaissez, c'est Strava, le logiciel des personnes qui courent, pas le logiciel, le réseau des personnes qui courent, parce que c'est un réseau sur lequel on bâtit une communauté beaucoup plus facilement que sur LinkedIn, que sur Instagram ou que partout ailleurs. Pareil pour Discord, pareil pour Twitch, vous avez là le petit logo de Twitch. Je vous rappelle que Twitch appartient à Amazon. C'est beaucoup plus facile de bâtir une communauté pendant des live streams de Twitch que de bâtir une communauté sur Facebook ou sur Instagram ou sur YouTube. Donc là, c'est des petits réseaux,
mais là vous avez le réseau des gens qui lisent, le réseau des gens qui boivent, le réseau des gens qui vont au cinéma, le réseau des gens qui jouent avec Discord et avec Twitch, Reddit et Strava. C'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à travailler que les grands réseaux et qui bâtissent des communautés beaucoup plus fortes que les grands réseaux. Et puis les réseaux chinois avec Little Red Book, avec WeChat qui s'appelle Wixin, TikTok qui s'appelle Douyin, ça je vous l'avais déjà dit, mais tous ces... Et puis Bilibili qui est le YouTube chinois que j'ai pas mis ici mais qui manque dans cette slide. Ben voilà, Bilibili, il est ici. Bilibili, vous arrivez peut-être pas bien à lire Bilibili. Bilibili, c'est le YouTube chinois qui, bien sûr, a un succès énorme. Et vous pouvez bâtir votre communauté sur un YouTube chinois. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucune difficulté de traduction. Donc tout ce que vous dites, vous pouvez le traduire en chinois et vous pouvez avoir une très grosse communauté sur la Chine. Un petit passage par les super apps. J'ai parlé de WeChat tout à l'heure. Je ne vais pas vous détailler WeChat, mais WeChat, c'est une super app. Le mot super app, c'est pas comme ça que j'ai envie de l'appeler parce que c'est une app que je trouve super. C'est une super app dans la mesure où, à l'intérieur de WeChat, qui est une app, et vous voyez très bien comment WeChat s'est créé. WeChat s'est créé par une copie pure et simple de WhatsApp. Les Chinois ont copié WhatsApp, ils ont copié la couleur, ils ont copié le logo, ils ont copié même la première lettre, ils ont fait un WhatsApp chinois. Et après, ils ne se sont pas arrêtés là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce WhatsApp chinois? Eh bien, ils y ont fait rentrer du Tinder, du Uber, du Deliveroo, de la banque, du X, du Twitter, du Instagram. Ils ont fait tout rentrer dans WeChat. Ce qui fait que WeChat, c'est l'application sur laquelle les Chinois passent, accrochez-vous à vos chaises, passent 5 heures par jour. 5 heures par jour dans WeChat. Mais c'est logique. Il y a la banque, il y a les messages, il y a les mails, il y a tout dans WeChat. Donc c'est logique qu'ils passent X heures par jour. Je vous ai mis des détails ici, mais je ne vais pas vous les donner. Et ce que M. Elon Musk veut faire avec X, il veut faire ce qu'on appelle une super app ou une everything app. Il veut faire dans X, il veut faire un moyen de paiement. Il y a déjà une IA, il y a déjà les messages, et il veut faire beaucoup plus. Il y a les vidéos, il y a des carousels, il y a 1000 choses dans X, et il veut faire beaucoup plus que simplement un réseau on appelait ça de micro-blogging à l'origine, mais rentrons pas dans le détail. Alors maintenant, l'émission du community manager, c'est de faire tout ça, d'animer les comptes, de faire la production de contenu rédactionnel, de connaître les bons jours auxquels il faut poster en fonction de son message, et puis d'avoir les dernières tendances. Encore une fois, là je vous montre des slides qui sont très belles, qui ne sont pas les miennes, qui sont les slides de We Are Social. Et la première, c'est il faut penser en avant, on revient au primal, il y a du low stake social, il y a du intentional consumerism. Vous voyez la petite photo du monsieur ici? Vous savez qui c'est? Kabilan, absolument. Et il a vendu son image, il a vendu son nom. Donc le gars, c'est un Sénégalais, il est arrivé en Italie en 2019, il commence TikTok en 2020, en plein Covid. C'est le plus gros compte de TikTok, mais il est quasiment sans parole si vous connaissez son système. Et il a vendu son compte TikTok pour 950 millions d'euros. Donc le gars, il a 950 millions d'euros dans les poches pour faire ça. Ok. C'est les réseaux sociaux. Alors on aime, on n'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas de jugement là-dedans, je me moque pas de lui, je rêverais d'avoir sa puissance et de vendre mon compte TikTok 900 millions d'euros, malheureusement ce ne sera jamais le cas, mais il vient de vendre ça pour ce prix-là. Donc voilà tout ce que doit savoir faire un social media manager, et en plus, il doit faire
le fameux, je vous ai dit qu'on s'en occuperait pas, on s'en occupe un tout petit peu, SMM, Social Media Monitoring. Et dans le Social Media Monitoring, il y a ça. Il y a le Social Listening, qui n'est pas la même chose, c'est une des questions du quiz, que le Search Listening. Donc le Social Listening, c'est quelque chose qui consiste à dire, je vais écouter, je vais lire, je vais comprendre, je vais interpréter tous les messages qui sont postés sur les réseaux sociaux et qui concernent soit ma marque, soit mon marché, soit mon produit, soit différentes choses. Et donc je vais écouter ce qui se dit pour retirer des tendances. Et vous comprenez bien que ce qui se dit, c'est du domaine public, parce que quand vous postez dans Instagram, quand vous commentez quelqu'un dans Instagram, super performance, bravo, j'adorerais moi aussi courir un marathon en 2h30, euh, c'est un post que vous faites, c'est un post qui est public, puisque vous écrivez dans Instagram, donc tout le monde peut lire votre post. Eh bien, le fait de récupérer ce post et de l'interpréter, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors que juste en dessous, vous avez le search listening. Et le search listening, c'est complètement différent. Le search listening, c'est qu'est-ce que vous tapez dans la barre de recherche de Google. Et là, vous comprenez que c'est complètement intime. Si vous avez mal à la jambe droite et en même temps au pied gauche, vous tapez quelle est la maladie qui fait mal à la jambe droite et au pied gauche. Vous comprenez que c'est complètement intime. C'est qu'est-ce qui fait mal à la tête quand on fait ceci. C'est complètement intime. Et je passe des choses encore plus intimes que vous pourriez dire. Et ce search listening, normalement, c'est de l'intimité pure. On ne devrait pas savoir ce que vous demandez à l'IA, ce que vous demandez au moteur de recherche. Et pourtant, il y a des sociétés qui font commerce de ce que vous demandez aux réseaux sociaux. Ce qui est différent, donc là vous avez deux termes, social listening, search listening. Je vous montre deux, trois sites pour faire une petite pause et ensuite passer à autre chose, passer au cas. Search listening, social listening, je vous le montre dans une minute, mais c'est bien différent de quelque chose d'autre qu'on appelle le dark social, ou dark social media. Le dark social, c'est ce que vous dites en privé. Ce que vous dites en privé dans WhatsApp, ce que vous dites en privé par SMS, par mail, dans Zoom, dans Teams, dans Messenger, en DM Insta, c'est ce qu'on appelle le dark social. Ça, normalement, je dis bien normalement, mais dans ce monde, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal, on ne le sait plus. Normalement, c'est inaccessible. Mais il se trouve que certaines sociétés arrivent à en faire commerce et arrivent à faire du social listening sur du dark social, ce qui théoriquement est impossible. Donc je vous montre deux, trois sites internet par rapport à ça. Donc je vous rappelle le site principal sur lequel vous avez, bien sûr, vous aurez dans quelques minutes la vidéo de l'épisode et donc du 11 février, réseaux sociaux, vous avez les slides et vous avez le quiz à remplir pour aujourd'hui. Il y a une personne dans le cours précédent qui m'a parlé d'une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Octobre. Voilà Octobre, j'en ai profité pour réactualiser ma connaissance de Octobre Édition qui font des vêtements qui sont... c'est un pull Octobre que j'ai mis en l'honneur de cette personne. C'est une Bicorp, filiale de Cézanne, donc Cézanne pour femmes et Octobre pour hommes. Appréciez-la dans Cézanne, vous voyez la pleine page de photos et le nom Cézanne en petit. On est vraiment sur... Bon, le menu apparaît en grand, mais vous voyez le nom sur la page d'accueil, le nom est petit, on a juste Cézanne ici, et tout est laissé au modèle, tout est laissé aux utilisateurs, aux utilisatrices. On a Petit Cézanne qui est lancé, on a du merchandising avec des bougies, etc. Et bien sûr, il nous propose d'aller voir Octobre, parce qu'une femme qui s'habille en Cézanne va avoir envie d'habiller ses enfants en Cézanne et son conjoint en Octobre, puisque tout ça, c'est la même famille. Donc, je vous montre du search listening. Le premier search listening qui existe, c'est lui, que vous connaissez déjà, j'imagine.
Google Trends, je vous le mets en grand, pardon, Google Trends, vous cherchez n'importe quelle chose ici, et Google vous dit si ça a été cherché par d'autres personnes. Donc je vais taper, qu'est-ce que je pourrais taper? Quelque chose d'intime qui ne soit pas non plus quelque chose d'un peu, d'un peu dérangeant. Ben voilà, ménopause. Voilà, un mot très très intime. J'explore ménopause et là, Google va me dire ben, que personne ne cherche ménopause. Alors peut-être j'ai fait une faute de frappe, j'ai pas mes lunettes. Donc voilà l'intérêt du truc. Alors on va chercher Covid, grippe. Donc là, voilà les occurrences de recherche du mot grippe. Donc on voit que, bah, bien sûr, ça, on va le faire c'est sur 24 heures, on va le faire sur un an. Et on va voir bien sûr que l'occurrence de la recherche de grippe arrive en décembre et on va chercher Covid. Ça doit être un peu avant. Donc voilà, là vous avez ce qu'on appelle du search listening. Ah, vous voyez, le Covid a une pointe qui est ici, alors que grippe a une pointe qui est ici, et ménopause, personne ne cherche. Est-ce que j'ai fait une faute à ménopause? Peut-être. Peut-être c'est un O ici, j'ai fait une bêtise. Alors effectivement, il y avait une faute d'orthographe, donc c'est logique. Donc là, on voit que ménopause. Mais vous comprenez que ces termes sont des termes que l'on cherche dans les réseaux sociaux, qui sont des termes intimes. Normalement, on ne devrait pas avoir cette stat-là, parce que c'est découvrir l'intime des gens. Et pourtant, ça existe avec Google Trends. Ça existe aussi avec quelqu'un qui s'appelle SimilarWeb, et qui vous donne les sites les plus visités du monde. Et vous pouvez avoir votre site, le site de vos concurrents, avoir toutes les stats sur tous les sites du monde et avoir toutes les stats sur toutes les recherches du monde. Et vous avez des sites de Brainwatch, de social listening. Donc là, le social listening, comme je vous l'ai dit, c'est je cherche ce que les gens ont exprimé dans les réseaux sociaux. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien logique, parce que ce que vous exprimez dans les réseaux sociaux, c'est public. Quand vous commentez une vidéo YouTube en disant tel homme politique c'est nul, ou tel homme politique ou telle femme politique pour changer, c'est génial, eh bien ce c'est nul et ce c'est génial, c'est public, puisque c'est un commentaire sur YouTube, tout le monde peut le voir. Donc là, qu'on fasse du social listening sur des données publiques, ça apparaît tout à fait logique. Or, dans la réalité, il est beaucoup plus dur de faire et beaucoup plus coûteux de faire du social listening que de faire du search listening, alors que le search listening est quelque chose de complètement intime. C'est ce que je voulais vous évoquer ici aujourd'hui. Et je voulais aussi vous montrer l'excellent site de Google. Je vous le mets dans le lien, parce que celui-là, vous en aurez fortement besoin, qui s'appelle Google Alert ou mention. Dès que quelqu'un parle de vous dans Google, vous avez un mail qui vous dit, moi vous voyez, je recherche des mots comme Kratirov, comme Lean, Agile, Scrum, comme Use Case Lab, le nom de mes boîtes, chef de produit, le nom de mes livres. Donc dès que quelqu'un parle de mon livre Marketing Digital, je vous le mets en grand, dès que quelqu'un parle de mon livre Marketing Digital de A à Z, j'ai un mail de Google qui me dit quelqu'un a parlé de votre livre. Et donc je vois le lien et je peux savoir de quoi les gens, qu'est-ce que les gens ont dit sur mon livre. Et je vous donne aussi le lien de Google Trends. Ça, je pense que vous connaissez par cœur. Donc quand vous étudiez un dossier, quand vous travaillez sur une marque, quand vous travaillez sur n'importe quoi, la première chose que vous devez faire, c'est bien sûr aller chercher l'information qu'il y a sur les occurrences de recherche dans Google Search pour comprendre ce que les gens disent du produit que l'on vous demande d'étudier ou du produit que l'on vous demande de travailler. Donc voilà, le cours sur ce sujet se termine maintenant. On va attaquer tout de suite. Et donc on reparlera de médias sociaux, de social selling. Ah non, j'ai encore des choses à vous dire, désolé. On va pas s'arrêter là. Je vous dis une bêtise. Donc on va redémarrer sur le social selling, puisque le quiz
n'est pas encore rempli. Donc, encore quelques petites choses à vous dire. Le cours va être un tout petit peu plus long que d'habitude, désolé. On va déborder un petit peu. Donc, en social selling, donc c'est la vente sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a plusieurs types de ventes. Il y a la vente physique, point de vente physique, magasin. Bonjour madame, je voudrais ceci. Voilà monsieur, il y a ça, ça et ça. Vous pouvez l'essayer, le toucher. C'est la vente physique. Il y a la vente par téléphone. Il y a la vente sur le web, en e-commerce. Il y a la vente en mobile, qui n'est pas la vente en e-commerce, et il y a la vente en réseaux sociaux. Je vais vous présenter une personne qui va certainement vous étonner. Elle s'appelle I am Stormy Still. Pardon, je vous ai pas montré la, 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 la diapositive. I am Stormy Still. Cette dame, elle a une boîte de cosmétiques qui s'appelle Canvas Beauty Brand. Et tenez-vous bien, cette personne, elle fait un live tous les 10 jours sur TikTok. Et écoutez-moi bien, elle fait 1 million d'euros en 1 heure de live sur TikTok. Uniquement de produits cosmétiques. Ces produits et les produits qu'elle décide de sponsoriser. Donc la personne, elle fait 1 heure de travail tous les 10 jours et elle fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 1 heure tous les 10 jours. Alors parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais en moyenne 1 million d'euros. Quand vous êtes une marque, comme Respire, comme SVR, comme Typologie, comme plein de marques qui sont La Rosée, plein de marques cosmétiques, et que vous avez des points de vente, des magasins, des pharmaciens, des parapharmacies, des grandes surfaces. Quel est l'intérêt d'avoir un point de vente physique? Il faut payer un loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer les employés, il faut payer plein de choses. Alors qu'en social selling, si vous avez les bonnes influenceuses, elles vous vendent pour le double de ce que vous imaginez directement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, intéressant de comprendre ça, intéressant de comprendre le système LTK. LTK, c'est exactement ce dont je vous parlais en début d'année sur Linktree. Linktree, ça vous permet d'avoir tous vos réseaux, tous vos liens sur une seule page. Et LTK, ça vous permet d'avoir tous les objets que vous vendez sur une seule page. Donc extrêmement intéressant, ça a été racheté par TikTok pour les raisons que vous pouvez imaginer. Donc voilà, plein de tutos beauté. Maintenant, quelques slides sur le marketing d'influence, avec une définition du marketing d'influence qui consiste à, et ça vous intéresse au premier point, au premier chef, utiliser la notoriété d'un expert, d'un influenceur, d'un ambassadeur, retenez le terme, il est extrêmement important, d'un KOL, Key Opinion Leader. Donc retenez bien ce KOL, Key Opinion Leader. C'est différent d'un influenceur. Un KOL, c'est vous. Vous avez un métier. Vous êtes sportif de haut niveau. Vous avez un sport, vous avez un métier. Vous êtes payé par quelqu'un pour faire ce que vous faites. Donc vous avez un métier. Et en plus de ce métier, vous créez une communauté, vous avez des réseaux, vous parlez de quelque chose. Donc vous êtes KOL, Key Opinion Leader. Un influenceur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre métier que de faire des vidéos, que de faire des posts, que d'influencer les gens. Alors on prend le terme influenceur dans l'acception moderne du terme influenceur. Si on prend l'acception 20e siècle de influencer, toute personne qui parle influence celui qui écoute. Moi là je parle, je vous influence parce que je dis. Mais ça, c'est la version influence 20e siècle, la version philosophique, la version cognitive, la version professorale. Quand on parle dans les réseaux sociaux d'influenceur, un influenceur, c'est quelqu'un dont le métier est de faire des vidéos. Il n'a pas d'autre métier. C'est-à-dire qu'il n'est pas journaliste, il n'est pas grand reporter, il n'est pas sportif, il n'est pas expert d'un domaine, il n'est pas coureur automobile, il n'est pas gamer, il est juste influenceur. Cas typique du Nabila, cas typique Kim Kardashian, elle ne fait rien d'autre que d'influencer, et généralement ça vient de la télé-réalité, où, comme son nom l'indique, c'est la réalité qui est filmée, donc ces gens-là n'ont pas de métier, si ce n'est d'être filmés pour simplement leur notoriété. Donc c'est ça un influenceur. Alors qu'un KOL,
Key Opinion Leader, c'est quelqu'un qui a un métier, il est journaliste, il est grand reporter, il est comme vous sportif, ou il est comme moi professeur. Et moi, en plus d'être professeur, je fais des vidéos, donc je suis un KOL et pas un influenceur, parce que j'ai un autre métier. C'est ça la grande différence. Et quant à créateur de contenu, ben, c'est comme ça que préfèrent être appelés les influenceurs, parce que le terme d'influenceur, avec notre ami Booba qui a fait des influvoleurs, bien sûr les influenceurs c'est devenu un peu péjoratif, donc personne ne dit je veux être influenceur, qui suis-je pour influencer les gens, je suis un créateur de contenu. Donc baliverne, pour utiliser un mot gentil, baliverne, c'est les gens qui se prétendent créateurs de contenu ne sont que des influenceurs. Et bien sûr, tout le monde crée du contenu. Là, ce que je fais avec vous, je crée le contenu d'une vidéo qui va être dans 10 minutes sur YouTube. Donc, je suis un créateur de contenu. Mais vous comprenez que mon métier n'est pas de créer des contenus. Mon métier, c'est de faire un cours. Et ce cours, je le transforme en contenu que je mets sur Internet. Mais mon métier n'est pas de... Enfin, mon métier est professeur. Je ne suis pas influenceur, je suis KOL. Tout comme vous n'êtes pas influenceur, vous êtes KOL. Et tout le monde crée du contenu. Votre petite nièce qui a 7 ans et qui met un post sur, je ne sais pas quel est le réseau des enfants, même s'ils vont être interdits de réseaux sociaux avant 15 ans, qui met sur le réseau de l'école bonjour à tous, on passera une bonne fête, elle est créatrice de contenu. Donc est-ce qu'on peut dire qu'elle est influenceuse, qu'elle est KOL? Non, elle a créé un contenu, mais c'est pas ce terme-là qui est important. Donc voilà cette petite distinction. Et deux dernières notions, et après on passe au cas. Sur les profils d'influenceurs, il y a différents niveaux d'influenceurs, les mégas, les stars, les macros, les nanos, en fonction du nombre de followers, avec une règle très très claire que je vous donne tout de suite. La règle est que plus l'influenceur a de followers, plus l'influenceur a de viewers, plus l'influenceur a d'abonnés, moins l'engagement est important. Et à l'inverse, vous avez ici les nano-influenceurs, donc des gens qui ont très peu de followers, très peu de visibilité, mais pour leur petite communauté, ils ont un taux d'engagement et de confiance qui est bien supérieur. Et vous avez là, pour le quiz de tout à l'heure, vous avez là toutes les nombres d'influenceurs par strat, les stars, les mégas, les macros, les middle, les micros, les nanos. Donc là, vous avez tout le détail ici de stars, mégas, middle, micro, nano. Et c'est ça qu'il faut mettre dans le quiz que nous faisons ensemble. À votre avis, combien coûte un post avec Ronaldo? 3 millions de dollars pour un poste avec Ronaldo, 2,5 millions avec Selena Gomez, 2 millions avec Kim Kardashian. Vous voyez qu'un KOL prend plus cher qu'un influenceur. Cristiano Ronaldo et Selena Gomez, ils sont joueurs de football et chanteuses. Kim Kardashian, elle est rien. Donc c'est normal que ça coûte plus cher avec les personnes qui sont importantes. Donc des petites choses. MrBeast, que je vous parlais tout à l'heure de Kevin Line, MrBeast a sa boîte qui va bientôt être introduite sur le marché à la bourse américaine pour, grosso modo, une valorisation de 5 milliards. 5 milliards. Il a 500 millions d'abonnés, mais sa chaîne vaut 5 milliards. Et il a lancé des produits dérivés, des barres chocolatées, des boissons, et il va lancer une banque qui va certainement ravager complètement l'univers bancaire, si tant est que ce soit possible de le faire plus que précédemment. Voilà, ce cours est fini, désolé, j'ai un tout petit peu dépassé le temps du cours. Et maintenant, quelques minutes, on reviendra dessus, juste pour vous présenter le cas que vous allez devoir résoudre dans le travail de groupe. Ce cas s'appelle Économusique. Vous avez les slides et vous avez tout ça. Je vous le présente en quelques instants.
Il y a tout un business de la musique qui est extrêmement important, plein de documents à lire, je ne vais pas les développer, plein de merchandising, que ce soit du merchandising de Stromae, que ce soit le merchandising je vous le mets en grand, de Orelsan. Vous avez carrément un terme qui existe qui s'appelle Swiftonomics, donc l'économie autour du Eras Tour de Taylor Swift. Donc Taylor Swift est tellement puissante comme artiste qu'elle draine un véritable mouvement économique et même un mouvement qui fait bouger la terre dans ses concerts. L'économie de Taylor Swift est extrêmement importante. Vous avez plein d'infos ici, je vous laisse les lire. Pareil sur Justin Bieber, pareil des articles sur la musique, sur Spotify, sur PNL, c'est un de mes groupes favoris. Et PNL, vous voyez, a un article, je vous le mets en grand et vous pourrez le lire, dans la Harvard Business Review, pas n'importe quoi, pourquoi le groupe de rap PNL est un cas d'école marketing. Donc je vous laisse lire ça, je vous ai copié l'article pour que vous puissiez le lire. Donc plein d'infos sur la musique. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Et puis, un sujet, donc je vous laisse lire tous les articles, je ne vais pas vous les détailler, vous avez plein de choses intéressantes à lire. Encore une fois, là vous avez les sponsoring. Donc l'artiste n'est pas simplement une artiste et elle n'a pas simplement des sponsors dans son domaine, mais elle a des marques comme Swarovski pour Ariana Grande, comme Chanel pour Angèle, Avenir, j'ai déjà mentionné. Et attention maintenant, c'est le cas à résoudre. Donc voilà le cas, il s'appelle Économusique. Donc je vais vous demander un exercice extrêmement simple et complexe, il faut rentrer dans le jeu. Je vais vous demander de créer une star de la musique, ou de prendre une star de la musique qui n'est pas encore une star, de prendre un espoir de la musique et de faire un plan digital de cette future star. Et donc d'appliquer tous les principes que l'on applique ici à des marques, que l'on applique ici au sujet que nous avons ensemble, de l'appliquer à quelqu'un qui fait de la musique. Donc suite au phénomène Angèle, Rosalia, Orelsan, Theodora, Jul, PNL, Aya Nakamura, nous cherchons la future star de la musique capable de remplir des stades, comme Taylor Swift, d'être une égérie, comme Angèle, d'avoir un merchandising puissant, comme Squeezie et son Ciao Kombucha, ou MrBeast et ses barres chocolatées. La communauté, et c'est là où ça rejoint le cours, la communauté créée par la star consomme de la musique, va au concert, achète les produits du sponsor et le merchandising et produits dérivés. Et donc, en vous inspirant de tout ce que je viens de dire et de tout ce que vous savez sur la musique et les stars, et de l'histoire de la musique que je vais donner, de la K-pop aussi, et de ces acteurs de ce nouveau monde, je vous demande d'inventer un nouveau personnage, soit de prendre un jeune talent, donc vous pouvez prendre la dernière gagnante, je ne connais pas son nom, mais il y avait 2 filles, la dernière gagnante de la Starac, ou vous pouvez prendre une IA qui crée une musique, ou vous pouvez prendre un groupe de votre ville que vous connaissez bien, enfin peu importe, vous prenez quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, un groupe, un boys band, un groupe de rock, de hard rock, de heavy metal, vous prenez n'importe quoi qui fait de la musique, et vous lui faites son plan digital pour devenir une star. Et le plan digital, on le verra au prochain cours, en 5 étapes. Mais déjà, vous pouvez commencer à réfléchir à ce sujet-là. Vous allez prendre quelqu'un dans la musique et vous allez lui faire son plan digital. Le plan digital, on le voit à l'épisode 6 et 7 avec des outils. Et donc, je vous donne le sujet maintenant pour que vous puissiez commencer à y réfléchir, pour que la prochaine fois, quand on va parler du plan digital, vous puissiez commencer en même temps que vous faites le quiz, que vous puissiez commencer à dire « Ah bah oui, pour ma star, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça et je ferai ça. » Et dernier paragraphe, donc là, le plan digital, c'est un document d'une dizaine, 10-15 pages,
Et dernière page de ce plan digital, je vais vous demander en conclusion, et c'est ça qui m'intéresse le plus, vous dresserez les parallèles avec le monde du sport applicable à un athlète, créateur de contenu. Alors, pourquoi pas vous, si vous avez envie de vous prendre en exemple, une personne du groupe, pourquoi pas quelqu'un que vous aimez bien, Clem qui court, c'est ça, ouais, un Clem qui court ou n'importe qui d'autre. Comment est-ce que vous pouvez dresser les parallèles avec ce qui se passe en musique, ce que vous aurez là écrit sur 12 pages en musique, comment est-ce que, la dernière page, c'est comment est-ce que vous pouvez exploiter tout ce que vous avez trouvé en musique au service d'un athlète qui, lui aussi, doit remplir des stades, doit avoir des sponsors de grandes marques, doit aussi avoir son merchandising et les produits qu'il peut vendre. Donc voilà le sujet que nous allons traiter. Et je te le mets en grand, parce que je vois que tu t'approches du truc. Vous l'avez dans les slides, vous l'avez dans le site internet, vous l'avez de partout. Et donc, le plan digital, il sera présenté épisodes 6 et 7, donc les 2 prochains épisodes. Vous avez une dizaine de pages en PDF, plus des liens vers Marvel et Airtable, à envoyer pour le 2 mars, c'est peut-être ce que tu voulais lire, à Hubert Kratirov, et la conclusion en 1500 signes sur le sport, donc la fameuse dernière conclusion. Et donc je conclus ce cours comme tous les cours par le récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu les super apps, on a vu les micro réseaux sociaux, on a vu que tout était dans l'attention et les KOL, Key Opinion Leader, le fameux Interest Graph, We Are Social, le Day Trading Attention, Marketing d'influence, et puis les nano, micro, middle, macro, méga et star. Et désolé d'avoir dépassé de un quart d'heure, mais je voulais absolument vous présenter le cas aujourd'hui pour que vous puissiez commencer à y réfléchir. La semaine prochaine, on a 2 cours sur le plan marketing. Et pendant ces 2 cours, on va faire avancer le plan marketing de votre groupe, de votre star de musique. Encore une fois, choisissez la gagnante de la Starac si vous ne savez pas quoi prendre, ou n'importe quel musicien que vous aimez bien, n'importe quel groupe obscur que vous aimez bien, ou vous pouvez même inventer un nouveau groupe qui ferait de l'IA et qui ferait de la musique grâce à l'IA. Tout est possible, mais ce sera à la base de votre plan digital que nous ferons ensemble. Je vous remercie d'avoir été si nombreux, si attentifs à ce cours numéro 5 sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du plan digital.